Euh, Bonjour et bienvenue à ce séminaire en ligne de la prévention de la maltraitance envers les aînés de l'Ontario, qui se basera sur la promotion de la santé et la dignité des personnes aînées de race noire. Nous avons avec nous aujourd'hui Bénédicte, qui est la directrice générale du Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés. Et aussi, nous avons les conférenciers qui sont Dr. Mireille Norris et Dr. Idrissa Berga, qui partageront leur point de vue sur les expériences des personnes aînées de race noire et des personnes aînées racialisées dans le système de soins, de santé et discuteront des obstacles à l'accès au soutien en raison du racisme systémique et des services inadéquats ainsi que des systèmes qui devraient changer. Avant de commencer, nous allons passer à la reconnaissance. Nous reconnaissons que nous nous réunissons sur le territoire traditionnel d'un certain nombre de Premières Nations et nous reconnaissons leur gestion de cette terre à travers les âges. Nous cherchons à établir une nouvelle relation avec le peuple originel de cette terre, une relation fondée sur l'honneur et le profond respect. Merci. Avant de commencer, nous allons passer à travers les points qu'on devrait prendre en compte durant le séminaire. Pour la communication, tous les participants seront mis en sourdine pendant le séminaire. Et l'interprète de langue des signes, l'image et le nom de l'interprète seront visibles pendant le séminaire. Vous pouvez voir tous les intervenants en cliquant sur la galerie. Vous pouvez également épingler l'interprète pour que son image soit visible à tout moment sur votre écran. En ce qui concerne les conférenciers, ils seront visibles lors de la présentation et aussi pour les questions et réponses. Réglage des images des haut-parleurs, vous pouvez mettre le pointeur sur la ligne de séparation. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour agrandir ou minimiser la taille de la fenêtre de la présentation. Pour la fenêtre de la discussion, vous pouvez partager des commentaires pendant la session dans la boîte de discussion. En ce qui concerne les fenêtres pour les questions, écrivez vos questions dans la boîte pour questions et réponses. L'icône est en bas de votre écran. Une réponse sera affichée pendant le séminaire ou bien la question sera posée directement au conférencier à la fin de la présentation. Comme vous l'avez constaté, l'enregistrement de ce séminaire sera disponible sur notre site EAPO à eapo.on.ca après ce séminaire. Il y a d'autres points concernant l'évaluation. Pour nous aider à améliorer le travail qu'on fait, nous aimerions recevoir vos commentaires sur les connaissances que vous avez acquises lors de la session et de vos suggestions pour les sujets futurs. Voici les options pour accéder au sondage. Une notification vous sera envoyée avec un lien pour le sondage. Un courriel de suivi vous sera aussi acheminé en lien vers le sondage. Ce qui concerne aussi, on a une partie qui concerne le respect de la vie privée, de la confidentialité. Il faut noter que prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario comprend qu'il peut y avoir des circonstances ou des questions personnelles que les participants pourraient souhaiter aborder. Cependant, conformément à notre engagement à préserver votre vie privée et votre confidentialité, nous ne répondrons aujourd'hui qu'aux questions générales posées dans le cadre des questions et réponses. Si vous souhaitez discuter de circonstances spécifiques, nous vous invitons à contacter PMAO après ce séminaire pour organiser une conversation confidentielle afin que nous puissions vous aider davantage. Vous demandez assez. Pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, nous allons vous parler un petit peu de l'Agence prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario. Sa mission, c'est on envisage un Ontario où tous les aînés sont à l'abri de la violence. Ils ont une voix forte et se sentent en sécurité et respectés.
comment on fait ce travail. Tout ça se pose par des actions de sensibilisation, d'éducation et formation en collaboration avec des organisations partageant les mêmes idées et aide à la coordination des services et à la défense des intérêts. Notre slogan, c'est clair. Arrêtez les abus et rétablissez le respect. En d'autres mots, nous avons tous un rôle à jouer. PMAO a pour mandat d'apporter son soutien pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la maltraitance des aînés de l'Ontario. Ce travail ou bien ce service est financé par le gouvernement de l'Ontario sous le ministère des Services aux aînés et de l'accessibilité. Notre travail, normalement, se base sur la stratégie de la province de l'Ontario qui comprend 3 points clés. La sensibilisation et l'éducation du public, la formation pour le personnel de première ligne, la coordination des services communautaires. Pour avoir un peu plus de détails à propos de nos services ou de ces 3 piliers de stratégie, je vous invite à consulter notre site web et puis vous allez avoir plus de détails. Normalement, le travail de sensibilisation qu'on fait, on utilise les réseaux de médias sociaux. On fait aussi les guillages et l'information. Sur le site web, il y a aussi notre site web, on fait aussi des séminaires. Il y a d'autres outils disponibles et on fait aussi des formations et éducation personnalisée pour les travailleurs ou des personnes aînées. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Bénédicte qui va vous parler un petit peu du réseau canadien. Merci Linda. Bon matin, bon après-midi selon où vous êtes. Je m'appelle Bénédicte Chaffelin, je suis la directrice du RCP-MTA, le réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés. Et on est le seul réseau pan-canadien qui se penche sur la question de la maltraitance des aînés, prévention, réponse, intervention. Notre but, notre mission, c'est vraiment de servir d'organisme qui connecte tous les gens qui soit travaillent, soit font face à la maltraitance dans leur vie, sous quelque forme que ce soit, et de partager des informations qui sont fiables et qui ont été testées pour aider à soutenir leurs efforts de prévention ou à mieux soutenir des personnes dans leur vie qui rencontrent une situation difficile. Nous faisons aussi beaucoup de travail au niveau du développement de programmes et de politiques qui œuvrent à la prévention de la maltraitance. Donc, similairement au réseau d'Ontario, nous avons pour but une société canadienne où les aînés sont valorisés, respectés et à l'abri des maltraitances. Et c'est un travail que nous faisons depuis 20 ans, mais particulièrement, bien entendu, avec la pandémie qui a aggravé les choses et rendu les symptômes encore plus visibles, nous sommes très, très dédiés à notre mission et à communiquer et à éduquer sur le sujet. Donc, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Une petite note pour tout le monde. Pendant la présentation, pendant que Mireille et Idrissa vont parler, je vais garder un œil sur la boîte de chat. Donc, vous pouvez faire vos commentaires dans le chat, vous pouvez vous présenter, vous pouvez échanger entre vous. On partagera des liens à cet endroit-là. Et puis, on a aussi, si vous regardez en bas de votre écran, la petite icône qui dit Q&A, pour les questions à poser à nos présentateurs. Je garde un œil dessus et à la fin, on va avoir à peu près 15 minutes pour leur poser toutes nos questions. Donc, vous pouvez les poser à l'avance quand ça vous vient ou vous pouvez les poser à la fin et ça sera par écrit, bien entendu, on n'a pas le son pour les participants pour protéger la qualité de notre enregistrement. Donc, ceci dit, je crois qu'il est temps de passer à la présentation. Linda et Mireille, je crois, à vous. Oui, pour la présentation de nos conférenciers, on commence par le Dr Idrissa. Le Dr Idrissa est professeur adjoint à l'École des sciences infirmières, Faculté des sciences de la santé à l'Université d'Ottawa. Il a été formé et a travaille en Asie, Japon et Taïwan, en Afrique de l'Ouest et au Canada, comme le Québec, le Manitoba et l'Ontario. Le docteur Idrissa puise dans cette expérience pour bonifier ses projets de recherche en sciences infirmières, en santé et en administration sanitaire.
Sa riche expérience en tant préposé aux bénéficiaires, puis en tant qu'infirmier chef d'équipe en CHSLD, résidence pour personnes âgées, et ressources intermédiaires au Québec, a nourri ses intérêts de recherche sur le vieillissement, particulièrement contexte minoritaire, et le vieillissement des personnes minorités culturelles. Chercheur en début de carrière, il est chercheur principal et co-chercheur pour plusieurs projets financés par le Québec. Par exemple, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, le fédéral, des organisations francophones et des universités. Il est membre du Conseil consultatif francophone de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Bienvenue, Dr. Isa. Merci. Pour notre conférencière et Dr. Norris. Elle est interniste et gériatre au Sunnybrook Health Sciences Center à Toronto. Elle est le médecin responsable de l'amélioration de la qualité et de la formation postgraduée pour la division de gériatrie de Sunnybrook. Elle est également professeure adjointe de médecine à l'Université de Toronto et directrice de l'éducation pour le programme de formation pour le personnel hospitalier de Sunnybrook qu'elle a créé et mis en œuvre à Sunnybrook en 2005. Dr. Norris s'intéresse particulièrement aux soins aux personnes atteintes de démence, à la prévention des chutes, à l'amélioration de la qualité et à l'éducation médicale. En tant qu'ancienne kinésithérapeute, elle s'intéresse au soulagement des syndromes douloureux, à l'optimisation du fonctionnement physique et à la prévention de la douleur chez les patients souffrant de comorbidités multiples. Son intérêt pour l'éducation des médecins marginalisés a été renforcé par l'expérience du recrutement et de l'encadrement des diplômés internationaux en médecine pour le programme de formation pour le personnel hospitalier. Sa propre expérience en tant que médecin francophone de race noire a été déterminante pour l'autonomisation de ces stagiaires qui réussissent maintenant dans de nombreuses provinces aux États-Unis et en Europe. Dr. Norris était impatiente de faire profiter de cette expérience à partir du mentorat des résidents de race noire et les autochtones qui postulent pour un poste de résident dans le dôme de l'Université de Toronto. Sa passion pour l'équité, l'inclusion et la diversité se reflète également dans sa participation au groupe de travail antiraciste du président de Sunnybrook et à d'autres initiatives d'équité à l'hôpital, à l'Université de Toronto et à l'École de médecine Temerty, ainsi que dans son engagement au service de la communauté noire à la clinique de vaccination contre la COVID du Centre de santé communautaire Taïbou et au Centre francophone de Toronto. Bienvenue, Dr. Mireille Norris. Merci, merci. Maintenant, On va s'engager dans la conférence. Bon, alors, le sujet, prendre soin des personnes de race noire. Prochaine diapositive. S'il vous plaît, Linda. Alors, aucun conflit d'intérêt. Alors, les objectifs d'apprentissage. Décrire les considérations ethnoculturelles dans la prestation de soins aux personnes âgées de race noire. Explorer les discriminations systémiques, les obstacles à des soins de santé culturellement adaptés et identifier des ressources pour fournir des soins adaptés à la culture, y compris les étapes pour mettre en œuvre les pratiques culturelles. Prochaine diapositive. Alors, on va commencer avec le premier objectif, décrire les considérations ethnoculturelles, la prestation des soins aux personnes âgées de race noire. Prochaine diapositive. S'il vous plaît. Merci. Alors, les Canadiens de race noire aujourd'hui ont des origines et des expériences diverses. Il y a des immigrants des Caraïbes. Je suis née en Haïti. Il y a des immigrants d'Afrique. On a des réfugiés qui viennent de différents pays d'Afrique surtout. Il y a les descendants des premiers colons, comme en Nouvelle-Écosse, ou partout ailleurs au Canada, mais particulièrement. Et il y a les immigrants de deuxième et troisième génération. Alors, l'expérience est diverse.
Prochaine diapositive. S'il vous plaît. Prochaine diapositive. Hein? Alors, malgré la diversité, il y a quand même des points en commun. Hein? Et puis, les points en commun sont une histoire reliée au trafic et à l'esclavagisme. Et cette histoire d'expérience a aussi influencé les institutions à travers le colonialisme. Et les traumatismes ont été passés à travers les générations et sont aussi vécus de façon personnelle. Alors, c'est important quand on applique les soins de se centrer sur l'individu et de reconnaître que les personnes âgées de race noire n'ont pas tous les mêmes besoins. Il faut éviter la généralisation. Prochaine diapositive. Alors, on va essayer de comprendre le racisme anti-noir, réfléchir sur la théorie critique de la race et j'ai une diapositive sur les tests anti-préjugés. Prochaine diapositive. Hein? Alors, le terme racisme anti-noir a été exprimé pour la première fois par un professeur de Ryerson. Alors, c'est pour mettre en évidence la nature unique du racisme systémique dont sont victimes les Canadiens de race noire et l'histoire, l'expérience d'esclavagisme et de colonialisme du Canada. Alors, souvent, au Canada, on se compare aux États-Unis, on dit en comparaison aux États-Unis, mais le problème, c'est que beaucoup de l'histoire canadienne a été effacée. Maintenant, on remet ça à la surface. Prochaine diapositive. Alors, ici, il y a aussi le colorisme. Alors, il y a le racisme anti-noir, mais ce que ça a fait, c'est que à travers l'histoire de l'esclavagisme, il y a eu une dévalorisation des personnes de race noire et même à l'intérieur, même du groupe qu'on appelle personnes de race noire, il y a un élément de colorisme qui ajoute à l'expérience de victimisation. Alors, il y a des stéréotypes négatifs qui sont associés avec tout cela. Et ça se reflète dans les institutions juridiques, éducatives et systèmes de santé. Prochaine diapositive. Alors, la théorie critique de la race, bon, il y a eu la politique aux États-Unis a mis ça en évidence, c'est en fait de réaliser que il y a la notion de race, ce n'est pas quelque chose de biologique, c'est quelque chose qui est associé à une réalité sociale et cette inégalité qui a été associée à la race, en fait, ça a été causé par des systèmes juridiques qui affectent négativement les personnes de couleur, les personnes qu'on rencontre dans le système de santé et ou même dans le système éducatif et pénal. Prochaine diapositive. Alors ici, je trouve ça assez important comme médecin. La médecine a joué un rôle négatif, en fait, en créant une fausse science, l'eugénisme, qui est une science inégale, inexacte, et qui a été basée sur la fausse notion que la race est basée sur des différences biologiques. Et cette fausse notion a amené des théories qui ont ensuite évolué en racisme scientifique, ce qui est une idéologie. Alors, on peut penser du néonazisme, du nazisme en Europe, et il y a toutes sortes de littérature qui s'est immiscée dans la médecine basée sur cette fausse science. Prochaine diapositive. Hein? Alors, une des choses qu'on a, nous, à l'Université de Toronto,
on est obligé de passer des tests anti-biais. Et moi, j'étais bien surprise quand je me suis fait à ce test de constater que j'avais, selon ce test, un biais anti-noir. Et comment est-ce que ça peut se créer quand moi-même je suis noire? C'est parler de la réalité qu'il y a beaucoup de messages inconscients qui sont transmis à travers les médias, à travers l'instruction, on ne s'en rend même pas compte. Alors, la valeur de passer des tests comme ça, c'est d'éveiller en nous la réalité qu'on est biaisé et que ça peut nous aider à faire des efforts, en fait, pour passer outre et aider à compenser. Prochaine diapositive. Alors maintenant, on va explorer les discriminations systémiques, les obstacles à des soins de santé culturellement adaptés. Prochaine diapositive. Alors, maintenant, pendant COVID, on a vraiment développé une meilleure appréciation du fait que le racisme affectait la santé. Alors, le racisme, ça cause un stress fréquent sur le corps, ça peut déclencher des comportements de gestion du stress qui sont associés à la maladie. Ici, publié à Toronto, documenté comme quoi que l'expérience de la discrimination systémique, les microagressions sont des facteurs de stress sociaux. Ça augmente le risque de santé physique, mentale, de façon négative, comme l'anxiété, la dépression, le suicide, les pensées suicidaires, les maladies cardiovasculaires, etc. On va voir dans la prochaine diapositive comment on a été plus sensible au fait que le racisme affectait les gens de façon négative dans le système de santé. Il y a eu ici, c'était en fait une émission qui a été présentée à Toronto. On va passer à la prochaine diapositive. Prochaine diapositive. Hein? Alors ça, c'était bien intéressant. Pendant la pandémie de COVID, on a vu dans le côté rouge où il y a une plus forte prévalence de gens racialisés, de race noire, où il y a une scolarité qui est moins élevée, où il y a un salaire médian qui est plus bas, où la plupart des gens travaillaient en première ligne, il y avait une plus forte prévalence de cas de COVID, plus de morbidité, plus de mortalité et moins de vaccination. Du côté en bleu, ce sont les quartiers mieux nantis, où il y a moins de représentation des gens de race noire, où le salaire moyen est plus élevé, et on a vu que les cas de COVID étaient plus bas. Alors, prochaine diapositive. Alors ici, on va passer sur 4 domaines où est-ce qu'on peut faire un effort quand on soigne les personnes âgées de race noire. Les différences au niveau des soins, en fait, de traitement de la démence, traitement de la dépression, traitement de la douleur et les traitements en fin de vie, les soins en fin de vie. Prochaine diapositive. Alors, quand il s'agit de la démence, si on compare les gens de race blanche, et ça, ce sont des données américaines, il y a un taux d'institutionnalisation des aînés en minorité qui est plus faible. Et ça met beaucoup de stress sur les aidants naturels parce qu'il y a une expectative que la famille va prendre soin des personnes âgées. Il y a 4 thèmes qui ont été identifiés. Perspective culturelle sur la démence. Alors, la place centrale accordée sur l'identité de la personne plutôt que le diagnostic qui diminue la valeur de la personne. Il y a des soins inadaptés et au niveau du service de santé qui font que les communautés racialisées souvent rejettent ces services-là. La famille sent un grand besoin de responsabilité et la religion joue un rôle important pour supporter les aidants naturels. La prochaine. Alors, quand il s'agit de dépression, ici dans la diapositive,
on met en rapport comment est-ce qu'il y a plus de dépression associée avec la maladie d'insuffisance cardiaque. C'est qu'il y a des problèmes au niveau de la circulation cérébrovasculaire qui augmentent la prévalence de dépression. Quand on compare les communautés afro-américaines, on voit qu'il y a plus de comorbidités multiples et de déficiences fonctionnelles et que ça augmente le risque de dépression. Malgré une prévalence de dépression qui est reconnue chez les gens de race noire en Amérique, il y a souvent un manque au traitement. C'est plus souvent les médecins de famille que les psychiatres qui sont sollicités. Et même quand on reconnaît que les patients de race noire souffrent de dépression, sont moins susceptibles d'être soignés que les personnes de race blanche. Et le résultat de ça, c'est qu'ils vont avoir des traitements moins actifs et ils vont avoir plus de pertes fonctionnelles, moins accès à la psychothérapie, plus de dépendance aux services informels comme la religion. Et quand la dépression n'est pas traitée, ben, ce qu'on voit, c'est plus de chronicité, plus de mortalité, plus de suicide, augmentation des maladies coronariennes, parce qu'il y a un lien avec l'inflammation et les problèmes cardiovasculaires chez les gens qui ont des problèmes de dépression, des problèmes de santé mentale en général. Alors, un gros fardeau. Prochaine diapositive. Alors, au niveau de la gestion de la douleur, malheureusement, dans l'histoire de la médecine, il y a eu des préjugés comme quoi que les gens de race noire avaient un seuil de tolérance plus élevé que les gens de race blanche, des expériences faites sur les esclaves. Et là, il y a beaucoup de littérature qui montre une disparité dans la prise en charge de la douleur chez les personnes de race noire. Et malheureusement, il y a aussi des biais qui font que quand les personnes de race noire cherchent à être soulagées de la douleur, on a vu de la littérature par rapport à l'anémie falciforme, souvent elles ne sont pas traitées pour soulager leur douleur, ils sont vus comme étant des personnes qui recherchent l'accès aux narcotiques et ça joue un rôle dans la disparité au niveau de soins de la douleur. Ce sont des statistiques basées sur les États-Unis surtout. Prochaine diapositive. Alors ici, il y a une façon d'essayer d'améliorer la prise en charge chez les gens qui ont des cultures différentes à nous. Et c'est dire, bon, est-ce qu'on peut, quand on est en relation avec un patient qui a une culture différente, d'avoir une appréciation pour le fait que oui, on a des valeurs différentes et de se sensibiliser et de voir, est-ce qu'on peut essayer d'accommoder nos soins pour prendre en compte ces différences-là. Est-ce qu'il y a moyen de négocier? Par exemple, moi, à Sunnybrook, on a un navigateur autochtone. Hein? Alors, on sait qu'on peut aller chercher des ressources pour aider à inclure les valeurs de nos patients. Hein? Et entrer dans une conversation pour essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on peut offrir et là où on peut peut-être pas combler les valeurs culturelles. Prochaine diapositive. Alors ici, en fin de vie, malheureusement, quand on compare les personnes de race noire aux personnes de race blanche, les personnes de race noire ont moins tendance à avoir accès aux services de soins palliatifs. Et cette méfiance vis-à-vis des soins en milieu hospitalier est souvent associée à une augmentation des ressources et de l'utilisation des soins intensifs en fin de vie chez les gens de race noire, les gens racialisés. C'est très triste. Ça a été reproduit pas seulement aux États-Unis, mais même ici à Sunnybrook, on a des chercheurs de réputation internationale qui ont validé cette réalité. Prochaine diapositive. Alors, ici, c'est une photo de ma mère. Ma mère a eu un événement critique à l'hôpital et sa chirurgienne a sauvé sa vie. Hein? Mais ici, quand on compare aux Américains de race blanche et les minorités, bien souvent, c'est ce qu'on dit, c'est que associé à la méfiance
des intervenants de la santé, il y a une demande de soins plus agressifs qui ne sont pas validés par l'évidence. En fait, les soins palliatifs peuvent être associés à une vie plus longue et une fin de vie moins souffrante. Alors, c'est important d'essayer de contrer la méfiance en aidant à contrer les barrières linguistiques et le manque de familiarité des intervenants de la santé vis-à-vis des différentes cultures. Prochaine diapositive. Hein? Alors, ici, on en a parlé déjà, la différence en fin de vie. Hein, et ça réitère le même point. Prochaine diapositive. C'est ma mère, elle a récupéré. Hein? Alors, c'est miraculeux. Prochaine diapositive. Alors, on a des ressources qu'on peut adapter pour mettre en œuvre des pratiques culturelles. Prochaine diapositive. Alors, comment est-ce qu'on peut renforcer la compétence culturelle? Hein? Alors, ici, le message, c'est qu'en vérité, c'est presque impossible d'atteindre une compétence culturelle avec toute la multiplicité de cultures qu'il y a au Canada. Alors, je vais passer ça ici un petit peu rapidement. Ce qui est vraiment important, c'est de développer un sentiment d'humilité vis-à-vis des autres cultures, et de sorte que les gens qui ont une culture différente à la nôtre se sentent en sécurité malgré les différences culturelles. Alors, certaines des façons de développer des services qui sont compétents de façon culturelle, c'est d'avoir des services d'interprétation, recruter des personnels issus des minorités, accroître la formation pour améliorer la sensibilisation, coordonner avec les guérisseurs traditionnels, faire appel aux agents communautaires, incorporer les attitudes et des valeurs propres à la culture dans les outils de promotion de la santé. Prochaine diapositive. Alors ici, c'est juste un diagramme qui résume la notion de développer une sensibilité vis-à-vis des autres cultures, avoir la curiosité de développer des connaissances. En favorisant les échanges entre les cultures, on peut développer plus d'habiletés. Prochaine diapositive. Alors, ici, c'est un mnémonique qui est basé en anglais, mais c'est pour répéter la même chose. En fait, sensibilisation pour aider à développer des compétences, des connaissances, favoriser les rencontres, développer un désir vis-à-vis des autres cultures. Prochaine diapositive. Hein? Alors, ici, c'est un autre modèle, mais c'est encore la question de développer de la curiosité, rechercher, écouter, apprendre, poser des questions, développer de l'empathie, engager, donner des options pour engager les autres, vérifier qu'on est bien compris en répétant ce que l'autre nous a dit, résumer. Ce sont en fait des outils pour favoriser la communication. Prochaine diapositive. S'il vous plaît, la prochaine diapositive. Juste un petit moment là, parce que je crois qu'un moment. Oui. Je suis désolée. Je vais demander à Bénédicte si elle peut prendre le contrôle parce que j'ai un problème. Je pense que je suis pas mal rendue à la fin de ma présentation et puis je vois qu'il est déjà 35. Alors, je serais aussi heureuse de passer la parole à mon collègue pour qu'il puisse discuter de l'isolement social des personnes âgées. Hein? Bien, merci Dr. Norris, merci à l'organisation. Je vais essayer du mieux que je peux de rattraper le temps que
On a investi en introduction. Moi, mon propos va être articulé autour de l'isolement social des personnes âgées francophones au moment de la COVID. Je pense que la COVID est passée là. C'est un projet qui a été financé à hauteur de $150 000 par les IRC. Et principalement, c'est pour vous faire le focus sur les résultats empiriques qu'on a obtenus. Vous avez dû entendre Dr. Norris parler régulièrement des données probantes aux États-Unis. Il faut comprendre que pour le moment, nous sommes en train de jeter les bases, beaucoup de bases pour avoir des données empiriques sur les personnes âgées noires au Canada. Vous nous inviterez l'année prochaine, on vous présentera des données empiriques parce que nous avons déjà des données, disons, des financements pour certains projets. Alors, ceci étant, moi, je vais vous présenter essentiellement des résultats empiriques de l'isolement social et sur des minorités, donc francophones, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick, mais aussi les minorités anglophones au Québec. On le sait, ça c'est un rappel que nous avons connu cette catastrophe-là et l'hécatombe s'est beaucoup plus articulé dans les établissements de soins de longue durée. Malheureusement, le Canada a été le dernier de la classe en termes de mortalité, ou en tout cas au cours de la première vague, avec autour de 81% versus 42% pour l'ensemble des pays de l'OCDE. C'est vrai qu'on ne connaissait pas très bien la maladie, on cafouillait beaucoup, etc., etc. Et ça a dû entraîner cela. On a eu beaucoup de publications, une belle brochette, une dizaine au moins par rapport à ces projets-là. Quelques aspects théoriques de l'isolement social et de la solitude. La solitude, c'est la dimension subjective, le fait d'avoir des relations pauvres ou d'avoir très peu ou pas de contact. Et quant à l'isolement social, c'est le pendant objectif, c'est l'absence ou la présence d'un petit nombre de liens avec un lien significatif. Il y a plusieurs types de solitude. Ça peut être transitoire, nous tous nous l'avons connu. Ça peut être situationnel, un divorce, perte, un déménagement, mais ça peut être chronique. Et pour le cas des établissements de soins de longue durée, c'est vraiment chronique, l'isolement social et la solitude. Ça a été démontré par plusieurs études. L'isolement social, pour un peu de l'histoire par rapport à la recherche, date de plus de 80 ans. Actuellement, on l'étudie en sciences infirmières, en médecine, chez les travailleurs sociaux, etc., etc. Mais c'est une discipline qui est assez vieille aussi, qui a gagné un peu de terrain dans toutes les disciplines, des sciences pures aux sciences molles, comme on le dit entre autres. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'isolement social et la solitude concerne les sociétés des pays à revenus élevés, ce qu'on appelle les pays développés. À peu près un tiers de la population serait affecté de l'isolement social et la solitude et un 12e assez gravement. Il y a beaucoup d'impacts, beaucoup de retombées de l'isolement social. Ça peut paraître banal, mais en réalité, ça entraîne beaucoup de dommages, des problématiques cardiovasculaires, l'obésité, les problématiques psychiatriques et même la mortalité prématurée, selon une revue systématique avec métasynthèse assez sérieuse là. Dans une étude chinoise, il est même rapporté que ça entraîne des pertes de dents. Ce qui est aussi important, c'est qu'on perd beaucoup dans notre trésor individuel ou dans le système de santé en termes de dollars qu'on aurait dû épargner. Dans une étude états-unienne, on rapportait que c'était 6,7 milliards par an. Il y a aussi ces études qui ont été répétées et qui prouvent qu'il y a une perte substantielle du point de vue financier et même économique aussi en Europe et dans d'autres régions du monde. Alors, on le sait, au Canada, malheureusement, notre sous-secteur des établissements de soins de longue durée, donc les soins de longue durée, c'est véritablement pauvrement financé. Il y a dans ces établissements-là un surpeuplement et malheureusement, le personnel qui y travaille, c'est un personnel pas toujours régulier. Ça semble être comme un travail d'été pour les étudiants ou pour les nouveaux immigrants.
Mais le travailleur dans une établissement de longue durée, c'est plus que ça. Il y a aussi ce on constate, les grandes chaînes privées qui s'intéressent à ce domaine-là. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'au cours de la pandémie, on a démontré que ce secteur-là n'a pas très bien performé. Il y a aussi, j'ai été préposé, comme on l'a dit en introduction, infirmier. On se retrouve avec des personnes âgées sans famille, qui sont sous curatelle, qui sont sous tutelle. On se retrouve avec des minorités linguistiques, etc., qui posent beaucoup de problématiques. Et ce secteur-là ne semble pas très bien financé. Et jusqu'à date, on espère qu'avec l'avènement de la COVID, on va avoir beaucoup plus de financement, beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus d'attrait pour ce secteur-là. Quoi qu'on dise, c'est ceux qui ont fait du Canada ce que le Canada est aujourd'hui. Il y a une abondante littérature, mais on se rend compte qu'avec l'avènement de la COVID, alors l'isolement social s'est beaucoup approfondi pour la simple raison qu'on avait grosso modo fermé les établissements puisqu'on ne pouvait pas avoir accès. Et alternativement, ce qu'il a fallu faire, c'est de privilégier disons le virtuel. L'étude s'est déroulée dans les 3 provinces, comme je le disais tantôt, et avec plusieurs écrits qu'on a fait, celui-là était centré, par exemple, sur le service offert, comment les managers se débrouillaient pendant cette période de la COVID-là. Ce que je voudrais mettre en exergue ici, on avait dans cette première étude 11 gestionnaires et 14 travailleurs, ce qu'on appelle les front line, les premières lignes. On observera ici, par exemple, que ce qui est récurrent qu'on observe aussi, c'est qu'il y a plus d'hommes gestionnaires que de femmes. Et à contrario, pour les travailleurs de première ligne, il y a plus de femmes que d'hommes. Et ça, c'est quand même ce qu'on observe régulièrement. On a observé aussi beaucoup de tergiversations, de directives qui changeaient du jour au lendemain et les gestionnaires avaient beaucoup de problématiques à ajuster, ce que l'hygiéniste provincial avait dit, ce que Santé Canada dit, et puis la pression des familles aussi. Alors, on a observé dans le système de management que les gestionnaires étaient obligés de composer avec les travailleurs de première ligne pour prendre les décisions parce que les gestionnaires, quand ils se rasent le matin, ils ne savent pas combien de personnes vont arriver sur le plancher. Donc, il est obligé d'arriver sur le plancher, faire une réunion pour faire une répartition des postes. Ça, c'est ce qu'on a observé. Ça fonctionnait plus ou moins, mais c'était toujours tendu quand même parce qu'il y avait des gens qui ne rentraient pas. On se retrouvait avec beaucoup de personnes des personnels de première ligne qui se retrouvaient avec un surnombre de personnes âgées à gérer. Il y en a qui ont perdu jusqu'à 50%. Et la perte est peut-être due quelquefois à la maladie, à la prévention, mais aussi certains personnels ont purement et simplement quitté leurs emplois pour ne pas infecter leur famille et leur communauté. Autre élément d'intérêt que je voudrais partager, c'est qu'on ne le perçoit pas souvent lorsqu'on travaille dans une situation de longue durée. Toutes les occasions sont bonnes pour jaser, pour entretenir, pour donner plus de lumière à la personne âgée pour sa journée. Ce n'est pas seulement faire de la médication, donner une pilule, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a besoin véritablement de professionnels et non pas des occasionnels dans ces établissements-là. Et malheureusement, pendant la COVID, les préposés, les infirmiers n'avaient pas suffisamment de temps pour jaser avec les personnes âgées, ce qui naturellement approfondit leur solitude. Et comme alternative, c'était le virtuel qu'on a utilisé. Et le virtuel, on le verra par la suite, a été beaucoup plus utilisé véritablement à l'entame de cette pandémie-là. Un deuxième article que nous avons fait centré sur les familles, on s'est rendu compte que beaucoup ont utilisé au départ, vraiment, lorsque la COVID a commencé, qu'on a commencé à fermer les portes des établissements, ils ne pouvaient pas voir leurs personnes bien-aimées, malheureusement, qui ont toujours besoin d'eux, donc ils étaient obligés de passer au virtuel. Ce qui est important de savoir ici, c'est que les familles ont été plus proactives que les établissements en se connectant à Facebook, à Skype, etc., pour joindre les personnes âgées. Et on remarquera qu'effectivement, avec le diagramme en bas, que très peu étaient experts dans l'utilisation de ces technologies-là. Ici, ce sont les différents motifs dans l'utilisation du virtuel.
C'était beaucoup plus pour prendre des informations de l'évolution de la condition de la personne âgée, mais aussi quelquefois pour savoir qu'est-ce que la personne avait besoin en termes de linge, etc., etc. On s'est rendu aussi compte dans la demande de la fréquence d'utilisation de ce virtuel-là pour être rentré en contact avec les personnes âgées, qu'au moins les familles prenaient des nouvelles de leurs personnes âgées au moins une fois, et certaines 3 fois par semaine. Ensuite, une étude qualitative qu'on a essayé de mettre en exergue pour voir c'était quoi les expériences même des aînés par rapport à l'isolement social. Trois résultats importants que je voulais partager ici, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de femmes filles, qui véritablement se déplacent dans les stations de soins de longue durée. Moi, j'ai travaillé dedans et effectivement, c'est pratiquement la même chose. Peu d'hommes se déplacent pour voir les personnes âgées. Deuxième résultat important, c'est que la statistique ne permet pas de distinguer, mais on verra ici, par exemple, que l'année d'arrivée dans l'établissement a varié beaucoup. Ceux qui sont arrivés en 2021, par exemple, c'est celles-là qui avaient échappé à la COVID parce qu'ils étaient à la maison et ils sont arrivés après la première vague qui fut la plus mortelle. En 2020, il y en avait moins parce que beaucoup de personnes âgées dans les stations où nous avons couvert étaient décédées. Et ceux qui étaient là avant, c'était véritablement des rescapés qui est beaucoup plus du Nouveau-Brunswick. Autre élément important que je peux peut-être partager, c'est que la dernière visite, comme on le peut l'observer ici, c'était au moins 24 heures avant pour la majorité des cas. En termes de portrait, il faut reconnaître que les familles ont dû pousser parce que avec la bureaucratie, beaucoup de choses, même pour ouvrir, par exemple, permettre l'accès aux établissements de soins de longue durée, composer, prendre les décisions, les familles n'avaient pas toujours été invitées. Et du coup, c'était comme des décisions prises par l'établissement en fonction peut-être de ce que santé publique avait donné comme recommandation. Ici, c'est le protocole de l'isolement. Comme je l'ai dit, la majorité ont connu leur isolement s'augmenter pendant cette phase-là. Alors, naturellement, pendant cette phase, tout ce qui était bingo, rassemblement et tout ce qui était activité sociale était suspendu ou même banni. Alors, pour supporter les résultats empiriques, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai conduit des revues de connaissances, un scoping review et une revue de la portée et une revue systématique pour supporter les résultats empiriques, pour voir à travers le monde qu'est-ce qui a été institué comme pratique, meilleure pratique probante. Alors, je vous passe ce détail. Grosso modo, 4 catégories. En plus donc de ce qu'on a appelé la législation, naturellement, il faut une législation qui encadre l'utilisation de certaines pratiques. Alors, la législation sur, par exemple, l'utilisation de la vidéo, on l'a remarqué en Allemagne et bien dans bien d'autres pays. Deuxième catégorie de résultats, c'est ce qu'on appelle le pseudo-contact, le fait d'arriver dans l'établissement, on ne peut pas y entrer, mais on peut au moins voir sa mère, son père à travers le balcon ou à travers une barrière. Deuxième résultat important qui a été mis en pratique dans ces établissements-là, c'est la possibilité qui avait été donnée aux familles d'arriver physiquement, de voir physiquement leur bien-aimé, mais de ne pas pouvoir être en contact direct et observer une distance sociale. On pouvait marcher avec la personne âgée, mais toujours respecter la distance sociale. Troisième résultat très important, c'est l'utilisation du virtuel, et ça s'est passé, ça peut être les messages textes, ça peut être les vidéos, ça peut être une vidéo interactive, ça peut être l'appel téléphonique aussi, et tout ce qui est possiblement utile de rester en contact avec la personne âgée de façon lointaine. Et ça, c'est très important pour les minorités. Quand on parle, par exemple, le cas de Québec, avec les anglophones, dans la ville
de Québec City, il n'y a qu'une seule résidence anglophone qui est Sainte-Brigitte Home. Donc, lorsque vous avez votre famille, je ne sais pas où, à Gatineau, à Ottawa ou à Montréal, la manière la plus facile de le faire, c'est d'utiliser le virtuel. Alors, comme avenue, c'est sûr que le virtuel va rester, va s'améliorer et les établissements sont en train de prendre ça en compte. Alors, autre élément, dernier élément que je voudrais faire passer, c'est que l'Ontario s'érige comme la province championne en termes d'investissement dans, grosso modo, le vieillissement. Ça s'appelle le vieillissement à la maison, ce qu'on appelle le vieillissement à domicile, mais aussi le vieillissement en établissement. Et vous le savez, à Durham, dans la région de Durham, il y a le premier établissement dédié aux personnes âgées noires. Alors, ceci met fin à ma présentation et on va passer peut-être à la période des questions. J'ai été un peu plus vite, mais je pourrais revenir sur certains aspects aussi. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation très intéressante. Alors, je rappelle à tout le monde, il nous reste que quelques minutes, mais on va prendre plus de temps si c'est nécessaire, si vous avez des questions, si vous voulez faire un suivi. Pendant que les gens réfléchissent et tapotent leurs questions, moi j'avais une ou deux questions. Docteur Norris, vous avez parlé de l'exemple des navigateurs autochtones dans certains établissements. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui existe en place déjà pour les personnes de race noire et les aînés racialisés dans certains hôpitaux? Et est-ce qu'il y a des résultats qui illustrent que ça aide les familles? Alors, merci pour cette question. En fait, l'hôpital où je travaille, on a un président qui veut vraiment cibler de façon à contrer la problématique du racisme anti-noir. Et on a ce qu'on appelle social accountability. On a en fait un bureau qui promouvoit de l'éducation pour contrer le racisme anti-noir. On n'a pas de navigateur pour aider à adresser les problèmes des patients noirs, mais ça se fait de façon plus ad hoc. Par exemple, ça fait 17 ans que je suis à Sunnybrook. Mes collègues, que ce soit infirmières, travailleuses sociales, s'ils ont un patient de race noire et voient qu'il y a des difficultés au niveau de la compréhension des soins, au niveau de la confiance, ils vont me solliciter au chevet pour en fait presque traduire et pour encourager la collaboration. Alors, ça se fait plus de façon informelle quand il s'agit des gens de race noire, mais on a une politique dans notre hôpital qui est très présente. Merci beaucoup. Ça m'avait marqué quand vous avez parlé de ça. Docteur Beoko, quand vous avez parlé du coût de l'isolement, quand on parle vraiment du coût en dollars de l'isolement social, on a des chiffres pour les États-Unis. Est-ce qu'on a des chiffres pour le Canada? Malheureusement, on n'a pas de chiffres pour le Canada. Je crois que j'ai essayé de faire une espèce de recherche accélérée, mais pour le moment, on n'en a pas pour le Canada. C'est vrai que l'Ontario, les chercheurs de l'Ontario se démarquent beaucoup, mais sur ce plan-là, on n'en a pas pour le moment. Là. C'est un phénomène qui se répète, puisque récemment, on a fait un webinaire sur l'agisme avec professeur Martine Lagacé, et c'était la même chose. Elle a parlé de l'importance de mettre un coût en dollars, une étiquette avec un prix, pour que peut-être le gouvernement réalise l'importance du problème, et qu'à l'heure actuelle, on a des chiffres pour les États-Unis, des chiffres en France, mais pas encore des chiffres au Canada. Donc, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Des idées. Vous me donnez des idées. Je ne suis pas analyste économique, mais j'ai des collègues, on pourra réfléchir à ça aussi. Merci. Alors, laissez-moi juste regarder si on a des questions qui sont rentrées. Nous avons quelques commentaires. Ah, en voilà une. Nous avons un étudiant en travail social au programme de maîtrise de l'école de service social de l'Université d'Ottawa qui mène une recherche sur la problématique des conditions de vie des femmes aînées d'origine immigrante au Québec. Et il vous remercie de votre présentation. Et la question est comment combler l'écart de manière concrète
au niveau de la problématique du mauvais traitement auquel font face les personnes âgées noires, quand on sait que c'est une des catégories sociales les plus pauvres du Canada. C'est une grosse question. Et pour laquelle, en fait, j'ai beaucoup de patients. Ce que je vois au centre francophone, la moitié de mes patients sont de race noire, la moitié sont de race blanche à Toronto. Alors, ils sont les plus pauvres, ils sont très isolés, mais souvent, leur famille est dispersée entre l'Afrique, l'Europe, le Canada, les États-Unis. Et les services sociaux en communauté sont déjà très sous-financés. Et j'ai parlé à des travailleuses sociales de race noire et elles m'ont dit qu'elles ont été témoins du fait qu'il y a une problématique à deux niveaux. C'est-à-dire que quand les personnes âgées de race noire ont des besoins sociaux de support, d'encadrement, souvent ces services-là ne sont pas offerts. Et quand les services sont offerts, ils sont mal adaptés. Alors, je pense que si on peut augmenter la représentation, puis plus d'investissement dans les services communautaires, on peut aider à adresser les besoins parce que souvent, une des raisons derrière la maltraitance, c'est le manque d'encadrement, l'épuisement des aidants naturels. Souvent, ce sont les aidants naturels qui ont même des problèmes de santé mentale et qui eux-mêmes ont besoin de support de la communauté. Absolument. Oui. Et je pensais à ça quand, Dr Virgo, vous parliez la différence avec plus d'hommes qui sont les gestionnaires et plus de femmes qui sont dans l'équipe des intervenants. Est-ce qu'il y a aussi une division au niveau racial qui fait que peut-être il y a ce manque de perception de l'importance de comprendre et d'impliquer ou de rajouter la compétence culturelle et l'humilité culturelle à la façon dont on forme les employés? Est-ce qu'on a des informations sur ça? C'est assez curieux. Ce qu'on observe actuellement, et c'est même encore plus plausible au niveau de Toronto, alors, les préposés sont en majorité, pas dans notre étude, mais dans les études ontariennes, les préposés sont de race noire, et les infirmières et les gestionnaires sont de race blanche, et les peu d'aînés noirs, beaucoup d'aînés blanches, et c'est ambiguë-là, on n'a pas toujours fait le distinguo dedans, à l'intérieur pour savoir. Mais bref, alors, pour le cas de notre étude au niveau du Québec, c'est difficile à dire pour la simple raison que ce n'est pas des aspects que nous avons essayé d'investiguer. Et mieux encore, moi, dans ma pratique à Québec City, je n'ai vu que 3-4 noirs dans les établissements, alors que Dieu seul sait que j'ai fait le public, j'ai fait le privé conventionnel, j'ai fait ce qu'on appelle les RPA, les résidents aux personnes âgées, ce sont des petits établissements privés, et j'ai fait les RI, qui est ce qu'on appelle les ressources intermédiaires, où on se joue 2 semaines, 3 semaines. Ce que je veux dire, c'est que vous ne trouverez pas beaucoup d'aînés noirs parce qu'ils ne veulent pas aller dans les établissements. Pourquoi ils ne veulent pas aller? Il y a des hypothèses qu'on va essayer de creuser, mais on sait d'emblée que si moi je suis musulman et que je vais dans un établissement, je ne peux pas faire mes 5 prières. Rien n'est configuré dans ce sens. Si je suis bouddhiste, ce n'est pas évident qu'on me permette de faire ceci ou cela. Si je suis musulman, je serai obligé de manger ce que tous les autres aînés mangent, alors que moi, je ne mange pas le porc, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses, mais encore une fois, je le disais dans une conférence, il faut certainement des chercheurs noirs pour remonter l'affaire, faire comprendre aux autorités qu'il faut faire des particularismes, etc., etc. Ce n'est pas toujours une mauvaise volonté, c'est l'absence de données probantes. Et c'est ça qu'on veut mettre sur la place publique. Grosso modo, je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à la question, mais encore une fois, il n'y avait pas beaucoup d'aînés. Il n'y avait pas d'aînés noirs d'ailleurs. Non, c'était une réponse excellente qui traite un peu de... Enfin, ça me fait penser à la présentation qu'on va avoir la semaine prochaine, qui a à voir avec les aînés LGBTQ dans les résidences, puisque là aussi, on observe très souvent la même réticence
à soit rentrer dans un établissement comme celui-là ou révéler son identité entière parce que les personnes ne se sentent pas, pensent qu'elles ne se à raison, qu'elles ne vont pas forcément être soutenues ou comprises de la même façon. Donc, je crois qu'on est vraiment dans la même vague de pensée. Une dernière question de Denise qui est rentrée, qui dit que donc il y a eu beaucoup de restrictions au début de Covid, on est d'accord, dont de nombreuses qui avaient pour but de protéger les gens, mais qui ont aussi eu des effets très néfastes sur leur santé mentale et sur leur famille. Mais il y a encore des restrictions par rapport à la Covid dans les soins de longue durée maintenant. Et est-ce qu'on a une idée des impacts importants actuellement? Est-ce que les choses changent? Est-ce qu'il y a des améliorations? Oui, alors, dans nos sites d'études, il y a beaucoup d'améliorations parce que, par exemple, au niveau du Nouveau-Brunswick, les gestionnaires, eux, avaient le temps parce que lorsque ça chauffait au Québec et en Ontario, eux, ils observaient, ils regardaient qu'est-ce que ces managers, ces gestionnaires ont fait. Et lorsque eux, ils ont la vague, ils ont eu la capacité d'amortir les effets. Actuellement, ils font en sorte que lorsqu'il n'y a pas une crise avérée, ils essaient de faire en sorte que les familles aient accès. Donc, ce n'est pas verrouillé du tout. Au niveau du Québec, c'est pratiquement la même chose qu'on observe. Il y a des périodes où, lorsqu'il y a des cas, ils essaient de mettre en place un modèle de filtrage. Mais l'accès est actuellement quand même libre, là, quoi qu'on dise. Sur nos sites d'études, encore une fois, parce qu'on est en train d'implanter la deuxième phase, donc on est toujours en contact avec eux. Et certainement, le fait que les familles n'avaient pas accès aux personnes âgées, ça a aussi contribué à une augmentation de la mortalité. Alors, au niveau médical, souvent, les familles sont celles qui aident à l'hydratation, donner à boire, donner à manger, faciliter les transferts, l'activation. Alors, bien souvent, ce que j'ai vu comme interniste gériatre, et j'ai travaillé sur l'unité COVID, c'est que ces personnes sont mortes, pas seulement du virus, elles sont mortes des complications de l'isolement qui a amené l'immobilité, la malnutrition, la déshydratation, les plaies de lit, la dépression. Et ça aurait pu être contré par la présence de la famille. Oui, il faut comprendre aussi que moi, j'ai été heureusement préposé. Donc, seul en tant que préposé, on n'était pas capable de nourrir tous nos aînés. Ça, il faut oublier ça. Parce que les aînés, c'est des êtres particuliers. Il faut les connaître. À quel rythme ils mangent? Qu'est-ce qu'ils aimeraient? Est-ce que c'est d'abord du jus avant tel bouchée, etc. Lorsque vous ne connaissez pas, vous êtes nouveau, vous passez à côté parce qu'il va refuser de manger. Et puis la conclusion, X a refusé de manger. Ce n'est pas vrai, il n'a pas refusé de manger. Alors, donc, ça, c'est très important. Comme Dr. Norris dit, certainement que beaucoup sont décédés à cause de ces événements-là. Il y a un fort partenariat entre les établissements et les familles. Au Canada, à peu près, c'est 10 heures par semaine que les familles passent dans les établissements. Donc, on a régulièrement bon, encore une fois, c'est les filles qui passent et qui, au souper en général, pour s'entretenir avec leur mère ou leur tante, mais aussi nous donner un coup de main en nourrissant leurs personnes âgées en même temps. Donc, le partenariat avec la famille, ben, pas que c'est important, c'est plus qu'important, c'est obligatoire. Sinon, on va perdre beaucoup de personnes âgées. Parce qu'on n'a pas le temps en tant que préposé, honnêtement. Le ratio est élevé. Alors, même pour donner les pilules, il faut s'y prendre peut-être 10 fois. Et quelquefois, j'ai été obligé d'appeler, quand j'étais infirmière, j'étais obligé d'appeler la fille ou quelqu'un en famille pour que l'intéressé parle à la personne âgée. Maman, il faut prendre, c'est pour ta santé, etc., etc. Et c'est en ce moment que j'arrive à donner la pilule. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et il faut faire avec et comprendre que c'est la condition comme ça, que c'est l'environnement comme ça, où on aime ou on n'aime pas. Et quand on n'aime pas, on n'y va pas. Oui, mais c'est vrai que c'est un système qui, à l'heure actuelle, n'est pas bâti pour personnaliser. Et on s'attend à ce que les êtres humains s'adaptent au système plutôt que le système s'adapte aux êtres humains, malheureusement. Sur ce, je vois qu'on a dépassé l'heure. Linda, je crois qu'il y avait quelques annoncements de fin de webinaire à faire. Ah, on ne t'entend pas.
OK. Bon. OK, Linda? Oui, c'est ça. Merci. Merci, docteur Norris et docteur Idrissa d'avoir été des nôtres. Pour les annonces, on a toujours, si vous avez des questions, les conférenciers sont là. Et aussi, comme on sait, pour la prévention de la maltraitance, il y a toujours la ligne d'aide qui est là pour aider. Vous avez des formations là. Et c'est ça. On l'avait pas mis au début, mais nous devons remercier Farfou et puis le réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario d'avoir organisé tout ce travail-là. Tout ce beau travail a été fait en collaboration avec Farfou et puis le réseau. Alors, merci. Comme vous savez, nous sommes en train de travailler et Farfou et réseau ensemble pour mettre sur pied, pour donner un petit peu plus comment on peut dire, j'arrête au réseau. Et si nous invitons les gens de la communauté, les francophones, à prendre part, à participer, à donner. La première assemblée générale a été faite le 8 novembre 2022, mais c'est là, les membres continuent à travailler. Les partenaires sont des fédérations des aînés retraites francophones de l'Ontario. Et comme mission pour le réseau, c'est outiller les membres et soutenir les personnes aînées francophones. L'objectif, c'est être reconnu comme leader francophone à travers la province pour l'éducation, la sensibilisation et le développement des stratégies pour prévenir la maltraitance. Et si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site de la FARFO et qui a une section pour le réseau de maltraitance. Et nos prochains séminaires en ligne, nous avons, comme Bénédicte vient de le dire, le 22, c'est le GCE pour prévenir et contrer la maltraitance envers les personnes LGBT en résidence. Et aussi, nous avons la méthode Montessori qui est avec, on va parler un petit peu plus avec le responsable là-bas concernant des moyens puissants et innovateurs pour changer des vies. Ce sont des séminaires vraiment intéressants, toujours dans le cadre de prévention de la maltraitance. Et nous avons aussi l'autre séminaire qui est le nouveau crédit d'impôt sur le revenu particulier de l'Ontario. On sait que ça va arriver, c'est la saison. Alors, nous vous invitons à prendre part aussi à ce séminaire. Et comme on l'avait dit au début, il nous ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Veuillez prendre quelques minutes pour remplir le sondage. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous et va nous aider dans le travail. Et pour contacter les conférenciers, nous avons Dr. Idrissa Bego, c'est à l'Université d'Ottawa, et Dr. Maurice, elle vient de mettre ses coordonnées dans le chat. Merci. OK, moi, c'est toujours Linda avec APO. C'est comment vous pouvez me faire ces informations. Et aussi, il y a Bénédicte que vous pouvez aussi contacter si vous avez des suggestions d'informations aussi à transmettre. Sur ce, nous vous disons un grand merci d'avoir pris part à ce séminaire et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci. Bon après-midi. Merci à tous et toutes. Merci.